Donc bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Camille Promera. Je suis co-organisatrice avec Amandine Aguitch et Cyril Letton du Meetup UX Writers FR. Donc c'est un collectif de plusieurs rédacteurs et rédactrices qui vise justement à promouvoir la discipline qu'est l'UX Writing, qui n'est pas si nouvelle que ça, même si beaucoup de gens aiment le dire. Voilà, donc notre but, justement, c'est d'évangéliser, de proposer des sujets intéressants autour de la problématique de l'UX Writing, mais aussi de présenter des nouveaux visages de ce métier et vraiment de promouvoir toute la discipline. J'ai vu une question. Oui, la session est enregistrée en tout cas, le replay sera dispo sur notre chaîne YouTube. Donc, pour un peu raconter la genèse de ce talk, il y a quelques mois, j'étais sur LinkedIn, donc évidemment en train de scroller indéfiniment à travers des milliers de posts inintéressants et plein d'émojis, et je suis tombée sur un post de Louise qui expliquait justement ce qui était fait chez Malo by Kalindi autour de l'UX Writing. Donc, je ne connaissais pas Malo, et en lisant le post, j'ai découvert cette application qui traite qui est destinée aux jeunes parents, et je pense que Mathilde et Louise vont en parler, mais qui traite justement des premiers mois et de l'apprentissage de la parentalité, des aléas de ce nouveau rôle, et donc des fragilités physiques et mentales qui peuvent être liées à ce nouveau rôle. Il se trouve que moi, j'étais exactement dans la cible de ce produit, donc ça m'a particulièrement touchée. Donc, on s'est contacté avec Louise, mais on a discuté, et après quelques minutes, on les a convaincus avec Mathilde de venir parler à UX Writers Affaires de ce sujet hyper intéressant qui est l'UX Writing et le concept de vulgarisation scientifique. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà trop parlé, et je vais laisser donc la parole à Mathilde et Louise. Plusieurs petits points. Donc, vous pouvez évidemment ajouter vos questions dans le chat. On y répondra en fin de session, donc on n'interrompt pas Mathilde et Louise. En parallèle, on va vous fournir aussi la bibliographie du talk à la fin de la session également. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et il y aura une session de Q&A à la fin du talk. À vous, Mathilde et Louise. Merci Camille. Merci. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que c'est bon. Alors, déjà, merci à tous d'être là ce soir. C'est une première pour moi et Mathilde, je pense aussi. Donc, ça fait chaud au cœur. J'espère que le sujet va vous plaire et voilà. N'hésitez pas à la fin de poser des questions sur tout ça. Du coup, pour commencer, petite présentation du plan. On va déjà commencer par vous présenter Malo, donc l'application. Ensuite, on se présentera personnellement, Mathilde et moi, puisqu'on ne l'a pas fait au début de ce talk. Ensuite, on vous présentera notre organisation au sein de Malo, de la startup, et nos outils de travail. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet avec nos thématiques. Donc, comment rendre compréhensible le contenu médical au sein de l'interface, donc, qui vous sera présenté par Mathilde. Et ensuite, on terminera par comment rendre attractif un contenu médical au sein d'une interface. On fera une petite conclusion rapide et puis on pourra passer aux questions. Super. Donc moi, bonsoir déjà. Merci d'être là. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'application mobile Malo. Donc, Malo, c'est une application de santé prédictive qui est spécialiste de l'aide au repérage précoce. Chez Malo, on est convaincu que l'aide au repérage précoce peut faire gagner 10 ans de vie en bonne santé aux générations actuelles.
C'est pour ça que Malo a été créé. C'est la première application spécialisée en santé prédictive qui permet à tous les parents, par effet miroir, de veiller sur leur bien-être et celui de leurs enfants. Je vais juste préciser un petit peu ce qu'est le repérage précoce. Donc, grâce aux différents questionnaires qu'on propose, les utilisateurs répondent à des questions qui permettent justement une aide au repérage précoce d'éventuelles affections. Alors, ça peut concerner d'une part l'éveil et le développement de l'enfant et d'autre part l'état psychique du parent. En fait, si on repère des signaux faibles, alors on incite le parent à consulter un professionnel de santé et c'est lui qui va poser un diagnostic. Donc, les signaux faibles, ce sont tous les petits signes qui font penser que quelque chose se trame avant même l'apparition d'un symptôme. Et grâce à l'ensemble des informations qu'on obtient dans les questionnaires, on peut orienter un utilisateur en amont du symptôme. Donc, pour vous donner un exemple, si depuis quelques jours, le parent ne dort plus, il peut s'agir d'une dépression, mais ce n'est pas nous qui posons ce diagnostic. En fait, nous, on oriente le parent vers le professionnel de santé adapté. Donc, au sein de l'application Malo, vous allez retrouver deux espaces étroitement liés. Vous comprendrez après pourquoi. Donc, vous avez l'espace Mes enfants qui permet d'accéder à des questionnaires mensuels pour veiller au bien grandir de ses enfants, mais aussi à des conseils personnalisés et à des articles de fond. Ces derniers sont proposés à des instants clés, ce qui permet de soulager en fait la charge mentale des jeunes parents confrontés à une multitude de sources d'informations. Tous les contenus, ils sont disponibles dans cet espace et ils sont accessibles gratuitement. Donc ça, c'est vraiment la volonté de Malo, c'est de garder Mes enfants gratuits pour tous les parents. Ensuite, on a l'espace Mon intimité, qui est quant à lui un espace 100% dédié aux parents. Pour veiller sur leur bien-être, ils peuvent accéder à des questionnaires centrés autour de 7 thématiques clés, telles que le couple, le sommeil, la réappropriation du corps, le retour au travail. En fonction de leurs réponses, ils reçoivent des conseils personnalisés et profitent d'articles de fond adaptés à leurs besoins. En fait, ces deux espaces permettent, par effet miroir, de veiller sur le bien-être de l'enfant en plaçant au cœur d'un suivi intelligent. Donc, l'effet miroir, c'est quoi? C'est en fait, par exemple, si on prend l'exemple du sommeil, en questionnant l'utilisateur sur le sommeil de son enfant, Malo est en mesure de mieux comprendre l'état de fatigue du parent et donc son état psychique. À l'inverse, en proposant des rendez-vous réguliers pour interroger le bien-être en postpartum du parent, nous pouvons expliquer certaines réactions du bébé et ainsi apporter les conseils dont l'utilisateur a besoin. Les contenus qui sont disponibles dans l'application, ils permettent à Malo en fait d'aider au repérage précoce, donc c'est ce que disait Mathilde avant, de certaines affections telles que les troubles 10 chez les enfants ou encore la dépression postpartum chez les parents. Du coup, notre vision à nous chez Malo, elle s'appuie sur un principe simple mais très important. C'est avoir une approche bienveillante pour accompagner sans jugement les jeunes parents dans leur questionnement et les informer en les aidant à prendre confiance en leur parentalité. Parce que souvent, les jeunes parents, quand on devient parent, c'est très difficile en fait de prendre confiance en soi. Ça doit être un défi chaque jour, au début en tout cas. Donc voilà, nous, on aide ces parents à prendre confiance en eux, à faire les choses et pour leurs enfants. Donc cette approche, elle met en avant l'utilisation de l'empathie que nous évoquerons plus tard. Alors au sein de Malo, on est divisé en 2 squads. Donc une squad, notre équipe, elle réunit, elle regroupe un panel de compétences diverses. Donc on a l'UX, on a des développeurs, on a des QA analystes, on a des Scrum Masters.
Et toutes ces compétences sont réunies autour d'un objectif commun, faire grandir l'application. Et grâce à leurs compétences communes. Donc, on a une squad applicative et on a une squad plutôt analyse de la data. La squad applicative, elle est composée de 3 développeurs, d'un product manager, d'un content UX writer et d'un product designer. Cette squad, elle s'occupe vraiment principalement du produit Malo, donc de l'application, mais aussi du site Bonjour Malo. La squad analyse data, elle est composée de 2 développeurs, un product manager. Et cette squad, en fait, elle gère vraiment la data produit et les outils internes pour l'application. Par exemple, l'outil interne, on a développé un outil qui gère en fait, qui sert à gérer le contenu présent dans l'application. Et en parallèle, on a aussi une social media manager qui gère en fait notre image et notre notoriété sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vais vous parler un petit peu du périmètre de l'UX Writing chez Malo. Donc chez Malo, l'UX Writing englobe l'ensemble des contenus mis à disposition des parents. Donc déjà, il y a les articles de fond qui sont rédigés par les professionnels de santé. Il y a les questionnaires et les conseils associés aux questions. Il y a l'intégralité des contenus présents sur le site bonjourmalo.com, mais aussi tout le contenu écrit dans l'app, donc ce qu'on appelle les microcopies. Les microcopies, ce sont les mots ou les phrases de l'interface qui sont en lien direct avec les actions des utilisateurs. Par exemple, quand on a envoyé un message, on peut voir s'afficher une microcopie. Merci, votre message a été envoyé. Alors du coup, on vous a beaucoup parlé de l'application Malo, mais très peu de nous. Donc voilà, je vais me présenter. Donc moi, je suis product designer. Je travaille chez Malo depuis juillet 2021, donc c'est très récent. Et donc chez Malo, je m'occupe de l'expérience utilisateur au sein du produit et également de l'identité visuelle. Je réalise entre autres pour le côté réseaux sociaux, les illustrations pour le compte Malo. Moi j'ai un cursus, j'ai commencé mon cursus plutôt en communication graphique et je me suis tournée en fait vers le web en 2017 avec un BTS en développement et intégration web où j'ai eu la chance d'appréhender tout l'aspect technique et UX d'un projet web. Et j'ai vraiment adoré cette expérience et ça m'a apporté énormément de choses. Et suite à ce BTS, j'ai rejoint différentes agences digitales à Strasbourg où j'ai eu la chance de travailler sur de nombreux projets très éclectiques, du portail client au site Mobile First. C'est vraiment ma volonté d'aller toujours plus loin dans mon métier et d'être au cœur de la recherche qui m'a amenée aujourd'hui au poste de product designer chez Malo. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la nécessité vraiment toujours de garder à l'esprit les besoins à la fois les enjeux et les besoins de l'entreprise et à la fois les besoins de nos utilisateurs. Et c'est un challenge vraiment tous les jours, très stimulant et voilà, j'adore ça. Donc, à mon tour de me présenter, moi je suis UX Content Writer chez Malo depuis août 2021, donc c'est très récent aussi. Mon rôle, c'est de rédiger ou de retravailler tous les contenus écrits de Malo de façon à rendre le message clair et compréhensible par tous. Il y a aussi une grande importance accordée à l'empathie et à la bienveillance dans ce que je fais au quotidien, mais j'en reparlerai dans la suite de la présentation. Donc, pour vous parler un petit peu de mon parcours, moi, j'ai été professeure des écoles pendant plus de 7 ans. Et puis, pour différentes raisons, j'ai décidé de me diriger vers la rédaction web. Donc, pour cette reconversion, j'ai suivi une formation à distance et puis j'ai exercé en tant que consultante pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de Malo et d'arriver à mon poste actuel. Donc moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est déjà qu'il me permet d'allier plusieurs de mes centres d'intérêt.
Déjà, mon goût pour l'écriture et la langue française, forcément, mais aussi tous les sujets liés à l'enfance et à la parentalité. Donc l'expérience que j'ai en pédagogie me sert beaucoup au quotidien parce que, en fait, il s'agit vraiment d'expliquer des notions à un auditoire. Il y a une grande part de vulgarisation, il y a aussi une grande part d'empathie et ça faisait déjà partie de mon métier quand j'enseignais à des enfants. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui, mais d'une façon un petit peu différente. Et voilà, il y a une vraie continuité finalement entre ces deux métiers qui peuvent sembler un petit peu éloignés de prime abord. Et donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça me permet de découvrir un univers que je ne connaissais pas jusqu'ici, celui de la création et du développement d'une app. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre équipe, de son évolution et de la façon dont on travaille ensemble. Donc, au début, l'équipe se composait de 2 ou 3 profils. Le produit était géré par les fondateurs et puis il a grandi. Et il est maintenant géré par toute une équipe produit, dont Louise et moi. Avant notre arrivée, en fait, c'est la product manager qui s'occupait de produire tout le contenu. Et puis, l'équipe s'est agrandie et les rôles sont en constante évolution. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, Louise s'occupe des micro-copies de la partie produit et moi, je m'occupe du contenu des articles et des conseils. Et donc, depuis quelques semaines, voire quelques mois, Louise s'est chargée de me former à l'UX Writing et elle m'épaule sur la partie produit. Donc, il y a certains contenus de l'app qu'on rédige en commun en faisant des propositions, des remarques. On réajuste pour arriver au meilleur résultat possible. Par exemple, on a fait récemment un atelier autour des micro-copies présentes dans les nouveaux questionnaires enfants. Et donc ça, Louise y reviendra dans la fin de la présentation. Et donc, d'ici quelques semaines, quelques mois, ces rôles seront encore amenés à changer puisque c'est moi qui vais prendre en charge la partie produit. Alors, on va faire un petit focus sur nos outils de travail. Alors, au sein de l'équipe produit, on utilise principalement que des outils collaboratifs qui sont très utiles parce qu'on travaille en full remote. Donc, ces outils ils nous permettent de mener à bien nos différents ateliers de recherche, d'organiser nos roadmaps ou encore de synthétiser nos tests utilisateurs quand on en fait. Donc, on utilise Miro, Figma et Notion, donc très utilisés dans le monde du digital en ce moment. Miro, il est très utile pour réaliser des wireframes. Je l'utilise souvent, enfin, j'utilise vraiment que Miro lors de nos ateliers, par exemple avec le product manager. Figma, c'est un outil de prototypage qui est aussi collaboratif. Et c'est avec cet outil-là que je réalise toutes les maquettes des interfaces de l'application. Et Notion, il est utilisé par toute l'équipe. On centralise vraiment notre organisation sur Notion. Et il permet notamment, par exemple, aux PM de communiquer sur des briefs avec les développeurs. Ici, on a une utilisation intéressante de Miro, plutôt basée sur l'UX Writing. Donc, c'est un aperçu d'une mind map qui est proposée dans Miro. Et à partir de cette mind map, en fait, on a créé un champ lexical autour de l'espace mon intimité pour réaliser en fait des itérations sur les microcopies qui seront utilisées dans cet espace. Et ainsi, en fait, on peut avoir vraiment une vue d'ensemble de ces microcopies et de les intégrer ou non dans les maquettes. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette vue-là d'un point de vue UX Writing. Moi, je vais vous parler donc des outils qu'on a créés en interne. Donc, je vais commencer par notre Content Style Guide. En fait, c'est un guide qui désigne les lignes directrices relatives aux standards d'écriture de l'ensemble de nos contenus. Donc, il contient déjà un tableau avec les mots ou expressions à éviter et les mots ou expressions à préconiser. L'intérêt de ce type de tableau, c'est qu'il permet d'harmoniser les termes à employer pour tous les membres de l'équipe
dans le produit et en externe. C'est important aussi si l'équipe s'agrandit parce que ça permet d'avoir une base avec des règles à respecter pour que le ton reste toujours cohérent. Par exemple, donc Malo veut s'adresser dans la mesure du possible à tous les schémas familiaux. Donc, plutôt que de mentionner systématiquement le père, on va préférer les termes coparents ou deuxième parent. On a également les do et don't à appliquer au sein de l'interface Malo. Le but, c'est toujours d'harmoniser le ton de Malo. On définit des règles au sujet de la ponctuation, des tournures de phrases, etc. Par exemple, pour donner un conseil à un utilisateur, on va éviter les verbes à l'impératif et les tournures du type vous devriez ou il faut. En fait, on souhaite informer et donner des conseils et pas des ordres. Donc, on va plutôt utiliser des tournures comme essayez de, tâchez de, vous pouvez, n'hésitez pas à. Voilà, ce genre de formulation. On a également eu une réflexion sur la question de l'écriture inclusive. Donc, sur la slide suivante. Dans Malo, on veut s'adresser à toutes et à tous, hommes comme femmes. Et voilà, c'est une question très actuelle. Et pour une écriture non genrée, il a fallu faire des choix. Donc, dans tous nos contenus, on privilégie le plus souvent possible une formulation neutre ou épicène, c'est-à-dire qu'on va toujours préférer des mots qui ne varient pas selon le genre. Par exemple, on va préférer employer le mot partenaire plutôt que le mot conjoint ou conjointe. On peut également utiliser l'énumération en mentionnant le masculin et le féminin, par exemple à toutes et à tous. Mais parfois, il arrive qu'aucune de ces solutions ne soit adaptée. Et donc là, on a décidé d'utiliser le point médian de manière raisonnée. Alors, pourquoi de manière raisonnée? En fait, le point médian, on sait que l'utilisation du point médian peut nuire à la lisibilité d'un texte. Donc, on a fixé des règles d'utilisation pour le limiter autant que possible, sans pour autant l'exclure totalement. On a décidé d'utiliser le point médian seulement dans les articles et la communication externe. On ne l'utilise pas dans l'interface ni dans les textes courts, type conseil ou questionnaire. On évite absolument les formes trop complexes. Par exemple, les sportifs.ve ou les consommateurs.is, c'est assez peu lisible. Donc, on va privilégier les formes plus simples où les mots masculins et féminins sont proches. Donc, quand on doit ajouter un E, par exemple, les étudiants, te. Alors, on a également un outil qui s'appelle la Brand Voice. Le but, c'est de définir le langage que la marque va utiliser pour communiquer avec ses utilisateurs. Donc, la Brand Voice, on l'utilise au sein du produit, mais aussi sur les réseaux sociaux pour permettre une cohérence de la marque sur toutes les plateformes. Donc, avec Louise et notre social media manager, on a défini la personnalité de notre app. On a défini le tone of voice, c'est-à-dire le ton utilisé au sein de l'app et sur les réseaux sociaux. Et donc, on a défini également nos valeurs. Moi, je vais vous parler un peu plus d'un document, enfin, des personas. C'est quoi un persona? C'est une méthode, en fait, qui permet de créer l'archétype d'un groupe d'utilisateurs de l'interface. Donc, en fait, grâce à ça, on peut définir, avec le product manager un utilisateur moyen en fait de l'application. Donc par exemple, on sait que la plupart de nos utilisateurs, ils ont entre 25 et 40 ans. On sait aussi qu'il y a plus de mamans que de papas qui utilisent l'application. Et on sait aussi que souvent, ces utilisateurs ont 2 enfants. Donc, toutes ces données, en fait, elles vont nous permettre de les utiliser au sein du produit dans nos réflexions. Après, on a aussi, grâce aux tests utilisateurs et aux interviews avec ces utilisateurs, on a pu découvrir en fait qu'il y a des utilisateurs très éclectiques. En fait, on a l'utilisateur ponctuel qui va venir sur l'application pour chercher une information quand il est, par exemple, en situation de doute
ou d'urgence, et l'utilisateur qui va plutôt venir, lui, 1 à 2 fois par semaine, voir s'il y a des nouveautés dans les articles, mettre à jour des courbes, les courbes de croissance dans l'espace personnel de l'enfant, etc. Donc vraiment, grâce au persona et aussi du coup aux tests utilisateurs qui sont liés, on peut vraiment faire une corrélation réelle avec le produit. On a aussi défini avec Mathilde et du coup aussi la social media manager des éléments de langage. Donc dans les éléments de langage, donc c'est un document qui va nous permettre d'avoir des éléments de réponse en cas de remarques d'utilisateurs, par exemple, ou des questions sur l'application par rapport à différents sujets. En fait, c'est hyper important d'avoir toujours le même discours quand on s'adresse à des utilisateurs et quand on parle de Malo. Ce document, il permet notamment de justifier notre démarche auprès des utilisateurs sur les réseaux sociaux et aussi au sein de l'application. Par exemple, si un utilisateur poste une critique sur le store Malo, par exemple, je suis déçu des fonctionnalités de l'application, ben, nous, derrière, on aura défini ce type de remarque en lui disant, voilà, bonjour, merci pour votre message, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous contacter en message privé, etc. On va vraiment définir un type de réponse pour une situation définie. Et du coup, ce document, ben, il est en constante amélioration et il prend en compte, bien sûr, les enjeux de notre société. Concernant les définitions, il est important en fait de répertorier les mots ou les termes médicaux utilisés au sein des contenus. Et en fait, ça va permettre, par exemple, à un nouveau venu dans la team Malo d'être au même niveau d'information que tout le monde. Pourquoi c'est important? Parce que ne pas comprendre en fait un terme médical, ben, ça peut complètement fausser, par exemple, une réflexion sur un sujet concernant l'application. Donc, c'est vraiment important qu'on soit vraiment tous au même niveau d'information. Donc maintenant, j'en viens à ma partie. Je vais définir un petit peu mon rôle au sein de Malo. Et donc la grande question qui se pose, c'est comment rendre compréhensible le contenu médical dans Malo. Alors je vais commencer par faire un petit rappel des grands principes quand on veut écrire sur le web ou pour une application. D'une manière générale, il faut du contenu de qualité en termes d'orthographe et de syntaxe, du contenu non dupliqué et des sources fiables. Donc ça, c'est assez logique. Il faut également utiliser des phrases courtes et claires parce que nos utilisateurs lisent sur écran. La fatigue est donc plus rapide et il y a un risque de zapping. Dans la même idée, il faut aérer les textes, donc en mettant des sous-titres, des paragraphes et en évitant à tout prix les gros blocs de texte. Et puis, on va privilégier la qualité et la pertinence à la quantité de mots. Il vaut mieux peu de texte, mais des mots pertinents qui ont une certaine résonance. C'est d'autant plus important qu'on s'adresse à des jeunes parents, donc des personnes qui sont potentiellement fatiguées, pressées, dont le temps d'attention est un peu limité. Donc, le message doit être compréhensible facilement, sinon on risque de perdre nos lecteurs. Alors, le contenu médical dans Malo, donc tous les articles et les conseils présents dans l'application sont écrits par le pôle médical. Actuellement, il se compose d'une trentaine de professionnels de santé. Donc, il y a différentes spécialités. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a des infirmières, des sages-femmes, des psychologues, des sexologues, des gynécologues, des diététiciennes, etc. En fait, chaque médecin ou professionnel qui rédige du contenu est spécialiste de son domaine. Et donc, c'est ça qui nous permet d'avoir toujours du contenu fiable et de qualité à proposer à nos utilisateurs. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus sur le processus de rédaction. En fait, on respecte tout un processus pour garantir l'exactitude des données médicales, tout en rendant ces informations accessibles au plus grand nombre.
il y a plusieurs étapes. Donc, il y a toujours une première version qui est écrite par un professionnel de santé. Ensuite, moi, je relis le texte et je fais un travail de documentation, notamment pour vulgariser les termes médicaux. Donc, en cas de besoin, je peux échanger avec la responsable de l'équipe médicale, le docteur Gepner, qui est médecin anesthésiste dans une clinique parisienne. Suite à ces échanges, je propose une deuxième version avec mes modifications. Donc, ça peut être des reformulations, des corrections, des simplifications. Ça m'arrive aussi régulièrement de changer la structure de l'article en ajoutant des titres, des sous-titres et des paragraphes. L'avant-dernière étape, c'est que le docteur Gepner vérifie que le contenu médical est toujours exact. Et enfin, je publie les textes. Donc, pour mettre en place cette organisation, il a fallu que je trouve ma place ces derniers mois. En fait, avant mon arrivée, il n'y avait pas d'UX Writer au sein de Malo, donc il s'agissait d'une nouveauté. Mon rôle n'était donc pas acquis et pas forcément accepté au sein de l'équipe médicale dès le départ. Et donc là, il a fallu faire preuve de pédagogie et expliquer l'intérêt de mes modifications pour les utilisateurs. Alors, je vais faire un petit focus sur la vulgarisation scientifique, puisque c'est aussi l'objet de ce meet-up. Donc, je vais vous donner deux petites définitions. La vulgarisation, c'est l'action de mettre des connaissances techniques et scientifiques à la portée du plus grand nombre, non spécialistes donc. Et c'est une forme de diffusion pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le savoir à portée d'un public non expert. Donc, vous l'aurez compris, nos contenus sont écrits par des médecins et... Tu peux revenir sur la slide précédente. Donc, ce sont des médecins et des professionnels de santé qui écrivent nos contenus et donc, ils ne sont pas toujours compréhensibles par le plus grand nombre de nos utilisateurs. Et pour qu'ils le soient, il est nécessaire de les réécrire. Et donc, pour ça, je respecte les normes qu'on a établies dans nos outils internes, comme le Content Style Guide et la Brand Voice. Donc, je respecte toujours 3 critères pour adapter le contenu à nos utilisateurs. D'abord, l'objectif principal, c'est que le contenu doit être compréhensible. Donc, je l'ai déjà dit, mais j'essaye toujours de me rappeler qu'on s'adresse à des jeunes parents, donc avec une fatigue importante et peu de temps libre. Donc, il vaut mieux utiliser des phrases courtes et claires et aérer les textes. Et l'objectif est de vulgariser le contenu médical, soit en employant des synonymes, soit en donnant une courte définition entre parenthèses. Mais ce n'est pas le seul critère. Le contenu doit aussi être rassurant. Donc, il faut toujours prendre en compte que pour un parent, le sujet de la santé et du développement de ses enfants est crucial et donc potentiellement angoissant. Donc pour ça, lorsque c'est possible, on va utiliser des expressions rassurantes comme pas d'inquiétude, rassurez-vous ou c'est tout à fait normal. Et en cas de problème éventuel, on l'évoque toujours de manière aussi douce et empathique que possible, en l'expliquant clairement et en essayant toujours de montrer qu'il y a des solutions. Et enfin, le dernier point, c'est que le contenu doit être bienveillant et empathique. Notre but, c'est de montrer aux parents qu'on comprend ce qu'ils ressentent, qu'on est là pour les aider. On ne formule aucun jugement et on reste toujours neutre quant au choix qui s'offre aux parents. Donc, par exemple, entre allaiter ou donner le biberon, faire du cododo ou pas, on va jamais donner notre avis et on va toujours conserver une certaine neutralité. Alors, je vais faire un petit focus sur l'empathie. Donc, l'empathie, c'est quoi ? C'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc, dans le contexte d'une app, l'idée, c'est de comprendre autant que possible ce que ressentent les futurs utilisateurs. Alors, ce n'est pas forcément évident parce qu'on a tous nos propres biais, notre propre manière de voir les choses. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en comprenant mieux l'utilisateur, on améliore forcément l'expérience utilisateur. Donc, pourquoi on l'applique dans Malo ? L'empathie est vraiment primordiale dans Malo. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui viennent de devenir parents. Donc, on sait que la période qui suit la naissance d'un enfant s'accompagne souvent d'une extrême fatigue.
Et donc, les parents peuvent être très sensibles et c'est bien compréhensible. En plus de ça, donc le sujet crucial dans la vie d'un parent, c'est forcément son enfant. Et c'est un sujet qui peut être angoissant dans le contexte de la santé. C'est un sujet qui touche forcément le parent, donc les parents peuvent aussi être susceptibles à ce sujet. Le deuxième enjeu, c'est de revaloriser l'image des médecins et leur manière de dire les choses. Donc, je m'explique. Tout au long de l'enfance, un parent est confronté à des professionnels de santé. Il y a beaucoup de rendez-vous de suivi, notamment au début, mais même après, avec des puéricultrices, des médecins généralistes, des pédiatres. Et parfois, sans faire de généralité, il peut arriver que ces professionnels de santé annoncent des choses de manière un petit peu brutale, donc sans forcément prendre de gants et ou sans bien expliquer les termes potentiellement compliqués. Dans Malo, on a aussi un enjeu en plus, c'est qu'on communique sur tous ces sujets via une app santé, c'est-à-dire sans personne en face du parent. Donc l'idée, c'est d'utiliser des termes compréhensibles même pour les non-médecins, mais aussi d'être aussi doux et empathique que possible dans la manière de dire les choses. Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que je fais. Par exemple, quand je rencontre des termes médicaux ou compliqués. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit je donne des définitions simples des termes médicaux. Ensuite, je les répertorie dans l'un de nos outils internes dont Louise vous a parlé. C'est le tableau définition et éléments de langage. Donc, par exemple, quand on parle de RGO, il s'agit de reflux gastro-œsophagien. Quand on parle de prépartum, c'est la période qui précède l'accouchement, etc. Ça permet donc à tous les membres de l'équipe de savoir de quoi on parle. Il y a aussi un autre cas de figure où je simplifie certaines phrases qui peuvent être trop longues ou comporter des termes difficiles à comprendre. En fait, l'idée, c'est toujours d'éviter que le lecteur ait une recherche à faire pour comprendre notre contenu, parce que si le lecteur doit ouvrir un nouvel onglet pour chercher une définition, là, il y a un gros risque de zapping et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, par exemple, dans un article sur lequel j'ai travaillé, j'ai eu la phrase suivante. Le père va devoir aider sa compagne et son bébé à ne pas être trop symbiotique, car la monade formée par le couple mère-enfant laisse peu de place au père. Donc, on comprend ce que ça veut dire avec le contexte, mais la formulation est un petit peu lourde. Et donc, on peut remplacer cette phrase par la suivante. Le père pourra aider sa compagne et son bébé à ne pas être trop fusionnel, car le couple mère-enfant lui laisse parfois peu de place. Donc là, la phrase est plus courte et plus facile à comprendre. Et j'ajouterais qu'on peut aussi remplacer le père par le coparent pour être aussi inclusif que possible. Un dernier exemple, donc comment j'évoque des sujets un petit peu sensibles comme le sujet de l'allaitement. Donc, pour vous situer le contexte, certains articles ont été rédigés par des professionnels qui sont spécialistes de l'allaitement, mais qui sont aussi très militantes en faveur de l'allaitement maternel et parfois opposées au fait de nourrir un bébé avec du lait maternisé. Donc, par exemple, dans un article, une professionnelle de santé utilisait le terme de propagande pour parler de ce que font les fabricants de lait industriels. Et elle évoquait aussi des situations terroristes pour la qualité de l'allaitement. Donc, on comprend que voilà, le point de vue de l'auteur est clairement énoncé. On comprend qu'elle considère que le lait artificiel est mauvais pour l'enfant. Et c'est un problème parce que ça va à l'encontre des principes de Malo. Là, ça reviendrait à formuler un jugement et il n'y a plus tellement de neutralité. Donc, si on utilise des termes aussi forts que propagande et terroriste, on ne respecte pas nos objectifs, d'autant plus que l'allaitement, c'est un sujet très sensible pour de nombreux parents et surtout les mamans. Le fait de tenir un tel discours, ça peut être très culpabilisant, voire très inquiétant pour les parents qui donnent le biberon. Ça peut donc avoir des conséquences sur leur estime de soi. Ça peut aussi heurter les femmes qui n'ont pas voulu allaiter ou qui n'ont pas pu pour différentes raisons et qui en souffrent peut-être.
Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est informer sur les bienfaits de l'allaitement, donner des conseils pour réussir son allaitement et permettre aux parents d'avoir toutes les cartes en main pour faire un choix éclairé. Par contre, ce qu'on ne veut absolument pas faire, c'est émettre un jugement et dire que tel choix est meilleur qu'un autre. Donc, dans un cas comme celui-ci, je vais remplacer ces mots par d'autres mots moins forts et moins connotés négativement. Alors du coup, Mathilde vous a parlé de comment adapter un contenu médical au sein d'une interface et moi, je vais vous parler de comment le rendre attractif. Je vais vous présenter cette partie avec un cas concret. Et ce cas, c'est la review des questionnaires enfants qui est présent dans l'application. Donc, juste pour faire un petit point, un questionnaire, donc les questionnaires, ils sont disponibles au sein de l'application. C'est le cœur vraiment de Malo, nos questionnaires. Et en fait, on les rend disponibles à nos utilisateurs. Du coup, ces questionnaires, ils sont composés de différentes thématiques. Par exemple, le sommeil, la sociabilisation, la motricité, l'alimentation. Ces questionnaires, ils sont mensuels et ils sont disponibles donc dans l'interface aujourd'hui de l'application. Et chaque questionnaire est en relation avec l'âge de l'enfant renseigné dans l'application. Donc, si vous avez plusieurs enfants renseignés dans l'app, vous aurez un questionnaire à la fois pour chaque enfant. Ces questionnaires, en fait, ils ont vraiment pour but de détecter des troubles du développement via des questions très précises. Et en fait, ces questions, elles sont écrites par notre équipe de médecins que Mathilde a présenté avant. Et en fait, ils sont retravaillés ensuite par Mathilde pour les rendre accessibles et adaptés à notre charte. À la fin du questionnaire, si aucun trouble n'est détecté, l'utilisateur, en fait, il a accès à des conseils personnalisés, mais il a aussi la possibilité de réaliser d'autres questionnaires plus spécifiques sur des thématiques plus précises. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer comment fonctionnent nos questionnaires dans l'application. Voici donc les écrans de comment se déroule un questionnaire dans l'application. Donc très rapidement, c'est qu'une petite partie, mais ici, on a vraiment les écrans principaux pour que vous ayez une bonne représentation du parcours. Sur l'écran 1, on a l'écran d'ouverture quand on ouvre le questionnaire. Sur le 2, on a l'écran qui présente la thématique. Donc, les questions vont être posées ici sur la socialisation. Ensuite, on a l'écran qui présente la question avec la possibilité de répondre avec des boutons. Et ensuite, on a en fait le résultat et l'orientation. Donc, le résultat, en fait, c'est l'analyse de toutes les réponses qui ont été répondues par l'utilisateur. Ces écrans, ils s'adaptent donc aux thématiques du questionnaire d'un point de vue visuel. Donc, chaque thématique a une couleur et un pictogramme associé. Donc, comme ça, l'utilisateur sait et reconnaît au fur et à mesure qu'il fait des questionnaires la thématique qu'il réalise. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de refaire ces questionnaires? En fait, cette refonte des questionnaires, elle intervient vraiment avec la volonté de détecter de manière précoce les signaux faibles des écarts du développement via de nouveaux questionnaires additionnels. Donc, c'est vraiment, là, on vient ajouter d'autres questionnaires plus spécifiques aux questionnaires qui étaient déjà présents dans l'application. Donc, avec des thématiques vraiment plus précises et des questions très poussées. Et la grande nouveauté au sein vraiment des questionnaires, donc dans l'interface, c'est de mettre à disposition de l'utilisateur des explications sur les thématiques présentes dans le questionnaire afin de transmettre un savoir médical aux parents pour être certain en fait qu'ils aient toutes les clés pour bien répondre aux questions. Donc en fait, ces textes qui sont mis à disposition du parent sont écrits par Mathilde.
Donc voici maintenant les nouveaux écrans en fait après un long travail de recherche du X, du Y, de test utilisateur. Donc on y voit toujours cette logique de couleurs par thématique, mais certains éléments clés de l'interface ont changé ou se sont ajoutés. Donc par exemple sur l'écran d'ouverture, donc on a toujours les thématiques abordées, sauf que ici en fait elles sont mises en avant avec les couleurs de la thématique. Donc ça permet de visualiser plus rapidement de quelle thématique il s'agit. Après, au niveau du déroulement en fait du questionnaire, on a ajouté des informations. Par exemple, on a mis l'information qu'il y a 25 questions au total dans le questionnaire et que ça durait environ 18 minutes. Donc ça, c'est très important car en fait, il faut informer l'utilisateur sur sa démarche, sur la démarche qu'il va faire pour lui éviter en fait une déception ou une frustration. Euh, et surtout, en fait, dans le cas d'un questionnaire, c'est hyper important d'avoir ces données-là. Surtout quand on est parent, ben, on n'a pas forcément beaucoup de temps déjà. Donc, c'est bien d'informer l'utilisateur que ça va prendre tant et tant de temps. Donc ça, c'est une nouveauté. Après, au niveau du déroulement du questionnaire, on a aussi étoffé notre discours en décrivant vraiment qu'est-ce qui va se passer au début, à la fin, au milieu du questionnaire et à la fin. Comme ça, l'utilisateur n'a pas de surprise tout au long du questionnaire. Ici, donc l'écran thématique. Donc, on voit bien qu'il y a eu une évolution. Donc, on est resté vraiment sur les couleurs. Il y a eu un changement d'icône, voilà. Et là, la grande nouveauté, c'est ce texte qui a été mis en place ici pour donner les clés du savoir en fait aux parents, l'informer sur qu'est-ce que la sociabilité et le comportement, pourquoi c'est important chez l'enfant. Donc, c'est très court, mais ces informations vont vraiment permettre aux parents de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi il va répondre à ces questions. Et voilà, donc, par exemple, on a une thématique qui s'appelle praxis. Donc voilà, si on ne sait pas ce que c'est la praxis, ben, on ne pourra pas bien répondre à ces questions. Voilà, après, ce qui est important aussi, c'est le côté un peu ludique. C'est visuellement, il faut quand même que ce soit sympa pour le parent et c'est important. Ensuite, on a l'écran de questions. Donc là, on voit bien qu'il y a eu une petite évolution, surtout au niveau de la hiérarchisation du texte. Donc, on a séparé dans la question, dans certaines questions, il y avait des clés de réponse, euh, des, euh, des, euh, des explications. Donc là, on est venu séparer pour ces questions-là la question réelle de l'explication. Ainsi, c'est déjà beaucoup plus clair. Et puis, le parent a une petite explication de la question si jamais il ne l'a pas compris. Ici aussi, j'ai rendu un peu plus accessible les boutons en changeant le fond pour que au niveau de l'accessibilité, ce soit mieux. On voit mieux en fait le contraste entre le fond du bouton et la réponse. Ça, c'est très important aussi. Et au niveau de l'affordance aussi, c'est important. Alors, c'est quoi l'affordance? Je vais l'expliquer. L'affordance, c'est en fait la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation, sa fonction. Ici, par exemple, le bouton Donner mon avis sur la question, je suis venue lui rajouter un pictogramme message pour lui rajouter une affordance en fait. Du coup, ici, on vient augmenter considérablement sa compréhension pour une meilleure utilisation de l'utilisateur. Donc, c'est des petites choses qui vont vraiment venir améliorer l'expérience de l'utilisateur. Ici, cet écran est très important parce que c'est vraiment l'écran final du questionnaire. C'est cet écran-là qui va permettre d'orienter le parent soit vers un médecin
ou soit vers des conseils qu'on va lui mettre à disposition. Donc là, c'était vraiment important que le message soit très empathique parce qu'il ne faut pas stresser le parent ou l'inquiéter, etc. Donc ici, plus qu'ailleurs, l'UX Writing a son importance. Donc on a voulu vraiment guider l'utilisateur dans ce qu'il va devoir entreprendre comme démarche auprès de son médecin. Par exemple, l'encart pas d'inquiétude. Cet encart-là, il est vraiment fait pour rassurer le parent avec un message empathique. Ici, je suis vraiment venue appliquer une règle, une loi qui s'appelle la loi de Pick and Rule. Donc ça, c'est en fait un biais cognitif qui impacte la manière dont dont les utilisateurs perçoivent un événement passé. Donc, qu'il soit positif ou négatif, c'est le moment où il y a un pic et la fin de l'expérience, c'est en général le moment le plus gardé en mémoire par les utilisateurs. Donc, en fait, tout ce qui se passe, par exemple, euh, dans une expérience, au milieu de l'expérience, souvent l'utilisateur a tendance à l'oublier et garde en mémoire le début et la fin. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment mis le focus sur l'entrée dans le questionnaire et la sortie. Et en fait, cette loi va permettre, si elle est bien appliquée, elle va permettre à faire revenir le parent dans le questionnaire, puisque du coup, son expérience aura été positive. Pour vous parler un petit peu de chiffres, du coup, par rapport à cette review des questionnaires, en fait, on a pu observer que 2 semaines après la mise en production donc, de ce nouveau flot de questionnaires, une augmentation d'un taux d'usage des questionnaires de 21%. Donc, c'est plutôt encourageant et c'est vraiment la preuve d'une meilleure compréhension d'utilisation des questionnaires par nos utilisateurs. Donc, c'est très gratifiant quand on a travaillé dessus avec nos équipes. Voilà. Voilà, petite conclusion. Donc oui, on en vient à la conclusion. Pour décrire l'UX Writing chez Malo, on peut donc retenir 2 mots, accessibilité et empathie. On peut dire que l'UX Writing a une grande importance dans toutes les entreprises, mais c'est d'autant plus important dans le domaine de la santé qui nous concerne tous et toutes. Donc l'objectif de Malo, c'est de rendre la santé accessible à tout le monde. Et donc, grâce à l'UX Writing, on peut proposer quelque chose de clair, de concis et d'utile à nos utilisateurs, tout en rendant leur expérience fluide et agréable. Et oui, effectivement. Et je rajouterais juste que en fait, l'UX Writing, en fait, c'est un peu une méthode de travail qu'on utilise pour rendre en fait nos contenus et notre application accessible à tous nos utilisateurs. Et en fait, c'est important je remets le focus sur les utilisateurs parce que c'est vraiment important de bien connaître l'utilisateur pour adapter vraiment au mieux ces méthodes-là. Et, euh, et on met l'empathie vraiment au cœur aussi de ces méthodes de travail. Voilà, c'est ce que pour finir, c'est ce que je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Louise et Mathilde. C'était vraiment passionnant. Pris pas mal de choses et je pense qu'en effet, ça doit susciter l'attention de pas mal de gens qui sont là ce soir. D'ailleurs, on a plusieurs questions. Alors, je vois qu'il est déjà 19h30, donc on va peut-être prendre... mais c'est normal, quand on a su intéressant, on doit prendre le temps. On va peut-être se dire qu'on prend environ 15 minutes de questions, si ça vous va, si vous êtes en tout cas disponible. Voilà. Oui. Alors, j'ai vu une question. Alors, je pense que c'était en lien avec l'écriture inclusive. Chloé, n'hésite pas à commenter pour recontextualiser. Je veux bien que tu recommandes, comme ça on passera à cette question dès que j'aurai bien toutes les infos. J'ai une première question de Marianne qui dit « Comment vous choisissez le vocabulaire de l'appli afin d'être le plus proche du vocabulaire utilisé par les utilisateurs ?» Et notamment, et aussi, je pense de façon liée, quelle est votre approche lors de situations délicates? Vous en avez un peu répondu, mais par exemple, l'identification de difficultés parentales.
Si tu veux, Mathilde, je peux répondre à la première partie de la question. Oui. Alors, en fait, comment on s'adapte au vocabulaire des utilisateurs? C'est en faisant des tests utilisateurs en fait, qu'on s'adapte à ce vocabulaire. En fait, en présentant notre travail pendant les tests, on observe en fait comment l'utilisateur réagit à la fois, du coup, à ce qui lui est présenté, mais aussi comment il parle en fait, comment il présente ce qu'il voit, son vocabulaire pendant en fait ce test utilisateur. Donc c'est vraiment ça qui va nous permettre de se mettre à niveau avec nos utilisateurs. Grâce aux tests et aux interviews. Et je veux bien que tu répètes la deuxième partie de la Bien question, sûr. s'il te plaît. Alors, non, mais je t'en prie. C'était, alors c'est très lié aussi à une question que moi j'avais, donc je pense que je vais grouper les 2 pour aller plus vite. C'était donc quelle est votre approche de situations délicates? Et ma question, c'était un petit peu lié à ça. C'est finalement, comment on fait pour communiquer, sur des sujets ultra sensibles? Donc évidemment, il y a toujours des sujets complexes, mais voilà, je pense au sujet des thématiques autour de la fausse couche, de la dépression, éventuellement du décès d'un enfant. Je voulais savoir si vous aviez déjà eu ces cas-là et est-ce que vous avez déjà, comment est-ce que vous avez déjà eu ces discussions et comment vous avez traité le problème? Alors, effectivement, il y a forcément des sujets difficiles à aborder dans le thème de la parentalité. Donc, tu as parlé de fausse couche, il y a la dépression postpartum, la mort subite du nourrisson, enfin des thèmes qui sont effectivement très angoissants, très inquiétants pour des parents. Donc, nous, on prend le parti d'être toujours juste et vrai. On ne va pas dissimuler la réalité parce que ça fait partie de la vie. Par contre, on va toujours essayer de se montrer aussi rassurant que possible et toujours être dans la bienveillance. Donc, on va proposer éventuellement un accompagnement psychologique avec des conseils et des articles plus poussés. Mais on va aussi toujours orienter vers le professionnel de santé adapté si le parent en ressent le besoin, ce qui est souvent le cas dans des situations comme celle-ci. Après, voilà, tout est dans le choix des termes employés. On va montrer qu'il y a des solutions, qu'une aide peut être apportée. On peut aussi montrer que les parents ne sont pas seuls dans ce cas-là et ça peut faire du bien de savoir qu'il y a d'autres parents qui sont concernés et donc toujours dans l'empathie dans le choix des termes employés. Voilà. Et on a, si je peux juste compléter Oui, aussi, je t'en prie. on a aussi dans notre base de données, on a des articles qui traitent, des articles et des conseils qui traitent de ces sujets et qui peuvent être proposés aux utilisateurs dans des situations comme ça, en fait. Voilà. Oui. D'accord. Très, très bien. Alors j'ai une autre question de Marianne qui, du coup, vous me faites une très bonne transition. C'est qu'on a beaucoup parlé de l'empathie, mais comment vous faites pour rester dans l'empathie, la douceur, voilà, l'accompagnement, mais sans tomber dans l'infantilisation? Parce que donc c'est vrai dans la vraie vie, quand on est jeune parent, on est parfois très infantilisé. Donc voilà, comment vous faites, au sein de l'appli pour, garder cet équilibre? C'est une très bonne question. Non, effectivement, il y a toujours un juste équilibre à trouver pour pas tomber dans l'infantilisation. Ça recoupe un petit peu la question précédente. Enfin, on va toujours employer les vrais termes. On va pas essayer de dissimuler ou d'éluder des choses qui sont pas, qui existent réellement. Donc, le fait de dire ce qui existe, qui peut arriver, ça permet d'éviter l'infantilisation. Comment compléter Louis, si tu as C'est compliqué parce qu'effectivement, la frontière peut-être est peut-être assez. Enfin, on peut vite tomber dans l'infantilisation, effectivement, mais je pense que là, ce sera vraiment dans le choix des mots, quoi. Et peut-être dans la parcimonie aussi. Euh, voilà, c'est compliqué. Après, j'ajouterais que
L'idée, c'est aussi d'inciter les parents à se faire confiance parce que souvent, et toujours d'ailleurs, c'est les mieux placés pour prendre des décisions et pour savoir ce qui est le mieux pour leur enfant. Et donc, tout en donnant des conseils, tout en apportant des informations, le but, c'est aussi d'inciter les tout nouveaux parents voilà, à s'écouter eux et à se faire confiance eux. À eux. Très, très intéressant, merci. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des questions un peu plus hautes que je les zappe, n'hésitez pas à me relancer. J'ai François qui pose une question. Est-ce que vous avez donc un glossaire qui référencie les termes médicaux complexes, ceux à éviter, par exemple, pour éviter le zapping ou le départ de l'utilisateur? Et voilà, comment vous gérez ce genre de cas quand vous avez des termes complexes? On avait déjà un petit peu parlé, mais peut-être revenir un peu sur ce sujet glossaire? Oui, effectivement, on a un glossaire vraiment avec les termes médicaux à éviter et avec une solution une solution Pour définir pour définir un voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que il faut que ça arrive enfin très peu, enfin je sais pas comment dire, mais Mathilde, peut-être que tu pourras m'aider. En fait, oui, on va essayer de donner une courte définition des termes médicaux qui sont pas forcément accessibles comme ça enfin, sans une recherche préalable. Mais on va pas. Enfin, je pense que ce que tu voulais dire, Louise, c'est qu'on va pas détailler non plus démesurément parce qu'il faudrait pas non plus alourdir le contenu écrit. Donc, on essaye de donner vraiment une définition en quelques mots du terme abordé. Et donc, on les répertorie au fur et à mesure dans ce fameux glossaire, enfin, ce fameux tableau définition et éléments de langage. Et donc, il s'étoffe petit à petit. Alors, moi, j'ai une question. Vous parliez justement de votre pool d'experts. Et tu as par exemple parlé du sujet de l'allaitement qui est ultra sensible, en effet. Et donc, je voulais savoir, en fait, comment, par exemple, quand un expert te fournit un contenu, que vous, en tant qu'entreprise Holo, vous n'êtes pas d'accord, que vous devez le reformuler. Comment ça se passe après pour, on va dire, la mise en production de ce contenu? Est-ce qu'il y a il y a des débats en interne sur est-ce que c'est bien, pas bien? Comment ça se passe, ce genre de situation? C'est là que quand j'ai dit qu'il avait fallu que je trouve ma place, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ça. Il a fallu que je réussisse à montrer qu'il fallait se montrer aussi neutre que possible. Et donc, dans ces cas-là, on suit toujours le processus de rédaction, c'est-à-dire que moi, je vais faire des modifications, des remarques. Je vais essayer d'enlever la notion de jugement dans ce qui est écrit pour me concentrer sur les informations à donner et les conseils à donner. Donc, comme je le disais, il y a toujours une vérification par la responsable de l'équipe médicale. Et donc, la discussion a plutôt lieu entre nous deux. Parce que évidemment, moi, je vais essayer de rendre le contenu plus empathique, mais il ne faut pas non plus que je casse de l'information médicale puisque je ne suis pas médecin. Et donc voilà, le débat, il a plutôt lieu là-dessus. Maintenant, au sein de l'équipe en général, on est tous d'accord, je pense, sur ce concept de ne pas émettre de jugement sur tous les sujets abordés. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, en tout cas celles qui parlaient vraiment contenu. En tout cas, merci à toutes les deux pour ce talk super intéressant. Je pense que voilà, vous avez peut-être pu le voir dans le chat, il y a des questions et il y a vraiment des très bons retours. Merci à toutes les deux pour ce travail. Pour terminer la session, voilà, je n'ai pas préparé. On va avoir un prochain meet-up. Le prochain meet-up UX Writers Affaires, il aura lieu fin mars. On annoncera
thématique, les intervenantes et la date précise voilà, d'ici quelques jours. Comme je l'ai indiqué aussi dans le chat, le replay du talk sera disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, on chapitrera tout ça et vous pourrez le réécouter au calme et le partager. Et la dernière petite chose, c'est que, comme je l'indiquais, UX Writers FR, donc c'est un collectif de 3 personnes, donc on est 3 bénévoles. Et évidemment, l'organisation. Alors, je suis désolée, je fais justement un petit coucou à mon bébé qui va sans doute bientôt aller se coucher. Et voilà, donc on est un collectif de 3 personnes, donc on est bénévoles. Et évidemment, cette organisation, elle a plutôt un petit peu d'argent pour Meet, pour Meetup, mais aussi pour envoyer des petits cadeaux à nos intervenants. Donc, c'est pour cela qu'on a un lien Ko-fi qu'Amandine va vous envoyer dans le chat sous peu. L'idée, c'est pas forcément de vous réclamer beaucoup d'argent. C'est si vous avez peut-être 1, 5, 10 euros à nous offrir pour qu'on puisse continuer à vous proposer ces contenus. On serait très heureux de recevoir vos dons. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se voit, je pense, d'ici 1 mois et demi. Merci beaucoup Merci beaucoup, toi, Camille. Louise. Merci à Mathilde. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée.